Alors, je me suis arrêté au type d'interruption. Donc, il faut savoir que on a deux types d'interruptions, ou deux classes, si vous voulez, d'interruptions. Donc, il y a ce qu'on appelle les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. Bon, on parle d'interruption matérielle et d'interruption logicielle. En fait, c'est pour les associer aux événements que j'avais présentés tout à l'heure, les événements synchrones et les événements asynchrones, hein. Donc, on dit que les interruptions matérielles génèrent généralement des événements asynchrones. Asynchrones, pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas du programme qui est en cours d'exécution. Et les interruptions logicielles vont générer des événements synchrones. Pourquoi? Parce que la cause de l'interruption, elle est due au programme qui est en cours d'exécution. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, on parle d'interruption matérielle pour dire que c'est une interruption qui est causée par un composant externe au processeur. D'accord? Et on parle d'interruption logicielle pour dire que c'est une interruption qui est générée par une instruction du programme qui est en cours d'exécution. Bon, on va revoir avec tout ça avec un peu plus de détails. Les interruptions logicielles, on les décompose en deux parties. On a deux sous-classes, si vous voulez. Donc, si on raisonne en termes de classes, donc interruption matérielle, interruption logicielle, on a deux sous-classes pour les interruptions logicielles. Donc, on a ce qu'on appelle les déroutements. OK? Donc, on a aussi les appels au superviseur. Alors, les déroutements, ce sont toutes les interruptions qui sont causées par une erreur dans l'exécution du programme. D'accord? Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est une division par zéro. Quand vous avez une division par zéro, ça veut dire que le programme qui est en cours d'exécution, il génère une erreur et donc ça va causer ce qu'on appelle un déroutement. Donc il y a un certain traitement qui est associé à la division par zéro. C'est juste un exemple, hein. Les appels au superviseur, par contre, la source, c'est la même, c'est-à-dire c'est le programme qui est en cours d'exécution, sauf que l'appel au superviseur, il est généré ou il est causé généralement quand on demande accès à une ressource. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de la primitive open ou bien de la primitive printf. J'avais dit que la primitive open et la primitive printf étaient des primitives qui permettaient, donc, qui nécessitaient l'accès à une ressource, ou bien qui demandaient accès à une ressource, et qui nécessitaient l'intervention du système. Donc, comme le programme en cours d'exécution ne peut pas accéder, à la ressource, on est obligé de passer par le système d'exploitation. Et donc là, on a ce qu'on appelle un appel au superviseur. Voilà donc juste une brève description de chacune de ces interruptions. On va voir bien sûr tout ça avec un peu plus de détails. Alors, les interruptions externes ou bien les interruptions matérielles, donc ce sont des interruptions qui sont causées par des organes externes au processeur central. Donc, ce n'est pas lié à l'exécution du programme en cours. Donc, le programme, il est en exécution, il ne cause aucune erreur, il s'exécute sans aucun problème. On reçoit un signal d'interruption d'un composant externe. Ça peut être l'imprimante, c'est-à-dire n'importe quel composant qui rôle externe, c'est externe au processeur. D'accord? Qu'on se mette bien d'accord, pas externe à votre système informatique. Non, pas nécessairement. Donc, je peux avoir une interruption, par exemple, du disque. C'est considéré comme une interruption externe. Donc ça, ce sont les interruptions matérielles. Alors ces interruptions asynchrones, qui peuvent arriver à n'importe quel moment, indépendamment de l'exécution du programme en cours, sont dues essentiellement à un périphérique qui allait après, une erreur durant une opération d'entrée-sortie, une fin d'entrée-sortie, un écoulement d'un délai de cas, c'est-à-dire la fin du comptant, ou bien une réinitialisation du système. Donc, vous voyez que toutes les causes que j'ai données ici, que j'ai citées ici, ne sont pas liées à l'exécution du programme en cours. Donc, c'est dû à un événement externe, un composant externe au processeur. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'interruption externe ou bien interruption matérielle. Donc, ça, ce sont le cas des interruptions matérielles. Maintenant, on va voir le cas des interruptions logicielles. Et j'avais dit que les interruptions logicielles, on avait deux sous-classes. Donc, les interruptions logicielles, ce sont des interruptions qui sont causées par l'exécution du programme en cours. Donc, c'est le programme en cours d'exécution, c'est lui qui va générer cette interruption. Et elles se divisent, les interruptions logicielles, elles se divisent en deux sous-classes. Alors, on a ce qu'on appelle les déroutements. D'accord? Alors, c'est quoi les déroutements? Les déroutements,
c'est des interruptions qui sont, donc c'est des interruptions, on est dans le cas des interruptions logicielles, elles sont causées par des erreurs lors de l'exécution d'un programme. Donc ça veut dire que le programme qui est en cours d'exécution, il génère une certaine erreur qui va causer l'exécution du déroutement, qui va causer, qui va causer ce déroutement-là, cette interruption logicielle. D'accord? Alors, parmi les causes qu'on peut citer donc, pour le cas des déroutements, on a la tentative d'exécution d'une opération interdite ou bien invalide, la violation d'accès à une zone mémoire protégée, c'est-à-dire quand un processus, par exemple, il veut accéder à une zone mémoire ou à une case mémoire, mais qui se trouve dans l'espace d'adressage d'un autre processus, MeshTAO. Là, on a un déroutement qui est généré. La division par zéro. Quand vous avez un programme en exécution, déroulez la division par zéro. Il va générer un déroutement, un débordement arithmétique. Donc, vous voyez que les quatre causes que j'ai données ici, elles sont dues au programme qui est en cours d'exécution. Il y a une instruction dans le programme qui est en cours d'exécution, c'est elle qui a causé le déroutement. D'accord? Donc, ça, c'est les déroutements. Les appels au superviseur, ou ce qu'on appelle le SVC, ou le Supervisor Call, donc, c'est une instruction. Donc, là aussi, vous voyez, c'est une instruction. Donc, c'est le programme qui est en cours d'exécution, d'accord, qui permet à partir d'un programme utilisateur d'accéder à un service du système d'exploitation. C'est-à-dire, quand on sollicite l'utilisation d'un service du système d'exploitation, bien quand on sollicite l'utilisation d'une ressource qui est gérée par le système d'exploitation, on est obligé de passer par le supervisor call ou bien par le SVC. Et c'est ce dernier, c'est-à-dire c'est le SVC, qui va nous dire est-ce qu'on est autorisé à utiliser telle ressource ou non. Un exemple très simple, j'avais donné tout à l'heure l'exemple de la primitive open, j'avais donné aussi l'exemple de la primitive printf. Donc, ces deux primitives-là, c'est des primitives qui nécessitent le passage par le superviseur ou bien l'appel au superviseur. Un autre exemple très simple, c'est la fin d'un programme. Quand vous écrivez votre programme en langage C, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le main. Juste après le main, vous avez l'accolade ouvrante. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre l'accolade fermante. Ça, c'est au niveau du code source. Quand vous lancez la compilation et la génération du fichier exécutable, ce qui va se passer, c'est quoi? En réalité, il y a de l'accolade fermante qui indique la fin du programme. Elle sera traduite par un appel SVC pour la fin du programme. Pourquoi l'accolade fermante, elle correspond à la fin du programme? Eh bien, tout simplement parce qu'à la fin d'un programme, on doit récupérer les ressources qui étaient utilisées par ce programme, par ce processus. Et les ressources sont gérées par le système d'exploitation, bien par le SVC. Donc, tout ça, ça doit être un réflexe maintenant. Chez vous, ça doit être un réflexe. Tout accès à une ressource doit nécessiter le passage par le système et donc un appel au superviseur. Si on a de simples instructions, il n'y a pas de problème. Le programme, il peut les exécuter. Une instruction du genre x++, l'incrémentation de x, ou bien l'affectation de x dans y, tant qu'on reste dans l'espace d'adressage du processus, il n'y a aucun problème. L'espace d'adressage, il appartient au processus. D'accord? Mais dès qu'on nécessite, ou bien dès qu'on sollicite l'accès à une ressource qui est gérée par le système, alors une ressource qui est partagée, ça c'est très important, et qui est gérée par le système d'exploitation, là, ça nécessite le passage par le superviseur. Donc, le programme, il bascule quand il sollicite l'utilisation d'une ressource, tel qu'un affichage à l'écran, il va basculer vers le mode SVC pour voir est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser l'écran ou non. Dès qu'on termine, donc on affecte l'écran, ou là on alloue l'écran pour l'affichage. Dès qu'on termine, on revient à l'exécution du programme. Donc l'appel au superviseur en réalité, il s'exécute, ou là il suit le schéma des interruptions. D'ailleurs, c'est considéré comme étant une interruption. Donc le traitement du superviseur, il est identique au traitement des interruptions, des autres types d'interruptions.
Voilà donc les trois types d'interruptions. Donc nous avons les interruptions matérielles, donc qui sont causées par un composant physique externe au programme, externe au processeur, et les interruptions logicielles, donc c'est des interruptions qui sont causées par une instruction du processeur. D'accord? Donc quand je dis une instruction du processeur, donc là il faudra distinguer entre les deux, entre le déroutement et l'appel au superviseur. Le déroutement, c'est une erreur, donc l'exécution d'un programme, le programme ou l'instruction en cours, elle génère une erreur, donc c'est un déroutement. Le superviseur, le SVC, le Supervisor Call, c'est la demande d'accès à une ressource. Et donc là, on est obligé de basculer vers le mode SVC. Bon, maintenant, on va essayer de voir les conditions d'arrivée d'une interruption. Quand est-ce qu'on autorise l'arrivée d'une interruption? Alors, première condition, c'est le système d'interruption doit être actif. Donc, on doit activer le système d'interruption. Tout le système d'interruption du système informatique doit être activé. D'accord? Si le système d'interruption n'est pas activé, il est clair, il est évident que le signal ne pourra pas être traité. Donc, c'est la première condition. Deuxième condition, on avait dit que le processeur il doit être un point observable. Le point observable où je me vois qu'on a des entre une étape, c'est-à-dire entre l'exécution d'une instruction et une autre instruction, on marque ce qu'on appelle un point observable. D'accord? Entre l'instruction I1 et l'instruction I2, on marque un point observable pour voir est-ce qu'on a reçu une demande d'interruption. Pendant l'exécution de l'interruption, pendant l'exécution de l'instruction, on ne peut pas traiter l'interruption. D'accord? C'est-à-dire, si je prends l'instruction I1, l'instruction I2, de l'instruction I3, pendant l'exécution de I1, il a l'interruption, je ne la traite pas, je la décale. D'accord? Je dis bien, je la décale. Je l'ignore, je la décale. Pourquoi je la décale? Je la décale qui me l'instruction I1. J'ai terminé l'instruction I1 avant de passer à l'instruction I2, où il y a le point observable. Le point observable, je vérifie est-ce que j'ai reçu une demande d'interruption. Il a la demande d'interruption, je la traite. Il a je passe à l'exécution de l'instruction I2. Donc pendant l'exécution de l'instruction I2, il a l'interruption, je la retarde. Il a je continue, il n'y a pas de problème. Entre I2 et I3, on dit le point observable. Donc, je vérifie l'arrivée des interruptions et ainsi de suite. D'accord? Donc, on ne traite pas une interruption quand on est en train d'exécuter une instruction. C'est à la fin d'une instruction, une instruction, l'instruction suivante, on a le point observable. C'est là où on vérifie si une interruption elle a été reçue ou non. Une demande d'interruption elle a été reçue ou non. Donc, ça, c'est la condition numéro 2. Troisième condition, l'interruption doit être armée. Ou bien l'interruption doit être activée. D'accord? Donc, une interruption désarmée ou désactivée ne peut pas interrompre le processeur. Donc là, on est en train de parler d'une désactivation locale. La différence entre le premier point ou le troisième point, le premier point, on parle de tout le système d'interruption. C'est tout le système d'interruption qui est désactivé. Donc, pour recevoir des interruptions, on doit activer le système d'interruption. Le troisième point, on est en train de parler d'une activation, des activations locales, c'est-à-dire avec le composant, il ne peut pas, quand il est désactivé ou quand le niveau d'interruption est désarmé, le signal d'interruption, on ne peut pas le recevoir. Le composant, il va être une interruption. D'accord? Donc ça, c'est local. Donc ça concerne un certain nombre de composants. Le premier cas, non. Le premier cas, c'est tout le système d'interruption. Le troisième point, c'est un ensemble de composants qui n'ont pas la possibilité d'envoyer le signal. Donc, ils ont la possibilité d'envoyer. OK. Le quatrième point, l'interruption doit être démasquée. Démasquée ou je m'entends démasquée. On parle d'une interruption, d'un niveau d'interruption qui est masqué ou démasqué. Alors, quand on dit qu'une interruption, elle est masquée, je m'entends masquée, masquée, ça veut dire qu'elle est cachée. Donc, même si le composant m'envoie une interruption, je vais mémoriser le composant m'a envoyé une interruption, mais comme le niveau d'interruption il est masqué, c'est-à-dire le processeur, il ne sait pas que le composant lui a envoyé une interruption.
Quand est-ce qu'il va voir que le composant lui a envoyé une interruption? Il va voir que le composant lui a envoyé une interruption quand on va démasquer le niveau d'interruption. C'est-à-dire, on le cache, ensuite, on envoie, on le cache, donc c'est masqué. Quand on démasque, ça veut dire qu'on va montrer au processeur que le composant nous a envoyé une interruption. C'est ça le masquage, démasquage. Alors la différence maintenant entre armer et démasquer une interruption, alors c'est en local, donc les deux sont en local, parce que j'ai la possibilité de masquer et de démasquer un niveau d'interruption. D'accord? Maintenant, entre armé et désarmé, c'est quoi la différence? Quand un niveau d'interruption est désarmé, le signal d'interruption, il est perdu. On n'a pas la possibilité de le récupérer. Par contre, quand le niveau d'interruption est masqué, quand on démasque le niveau d'interruption, on a la possibilité de traiter le signal d'interruption avec du retard. D'accord? Donc, on mémorise le quatrième point, on mémorise l'arrivée de l'interruption. L'interruption, mais on est en train de la cacher pour ne pas gêner le processeur, c'est-à-dire le processeur. Peut-être qu'il est en train de faire un traitement urgent, donc je masque l'interruption. Par contre, le troisième point, non. Troisième point, je désactive le niveau d'interruption. Ça veut dire que même le composant il bat l'interruption, pour moi, je ne traite pas l'interruption de ce composant-là. Donc, là, le signal, il est perdu. Le quatrième point, non. Le signal, il est mémorisé, mais il est masqué. On est en train de le cacher. Et donc, dès qu'on enlève le masquage, dès qu'on démasque le niveau d'interruption, le processeur, il va trouver que le composant a envoyé une interruption, donc il va traiter le signal d'interruption. Ça, c'est la quatrième condition. Cinquième condition, j'avais parlé de ça rapidement tout à l'heure, l'interruption doit être plus prioritaire que le programme ou que l'interruption en cours d'exécution. Alors, généralement, entre interruption et programme, le problème ne se pose pas. Parce que les programmes, bon, surtout quand on parle de programmes utilisateurs, on sait que les interruptions sont toujours plus prioritaires. Mais il faut savoir qu'on a la possibilité d'avoir l'interruption d'une interruption, qu'on appelle les interruptions imbriquées. Et là, donc ça c'est possible, ça c'est un schéma qui est possible. Et dans ce cas-là, il faudra s'assurer que la nouvelle interruption soit plus prioritaire que l'interruption en cours d'exécution. D'accord? Plus prioritaire. Mais j'ai de priorité égale. Plus prioritaire. Donc la priorité doit être supérieure strictement à celle de l'interruption qui est en cours. Et donc, dans ce cas-là, on peut traiter l'interruption. Si on a une interruption de même priorité, elle ne sera pas traitée. C'est-à-dire, elle sera retardée. Ok. Si c'est inférieur, une priorité inférieure, là, c'est évident aussi. Donc, elle ne sera pas traitée. Peut-être l'interruption prioritaire. Si on reçoit une interruption plus prioritaire que l'interruption en cours, on arrête l'interruption en cours, on traite l'interruption prioritaire, ensuite on revient à l'interruption qui a été interrompue. Donc, les priorités entre les interruptions, bon, ça c'est un schéma que j'ai déjà présenté quand on a parlé des tâches de contrôle. Donc, il faut retenir bien sûr ces priorités entre les interruptions. Donc, on a les interruptions matérielles qui sont les plus prioritaires. Ensuite, nous avons l'interruption horloge, le disque, les appels système, d'accord, les périphériques et les interruptions logicielles. Alors, là, c'est les appels système, on parle généralement de tout ce qui est SVC, et les interruptions logicielles, donc c'est tout ce qui est déroutement. D'accord? Donc, ce sont les interruptions qui sont moins prioritaires que les interruptions de périphérique. Alors, on distingue entre le disque et les interruptions. Bon, vous allez me dire que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est des interruptions entre le disque et les périphériques. C'est des interruptions matérielles. Effectivement, on peut les mettre dans la même place. Mais on donne la priorité aux interruptions du disque par rapport aux interruptions des autres périphériques pour la simple raison que le disque dur dispose des fichiers système, donc il contient des fichiers système. Donc, les interruptions du disque doivent être traitées en priorité par rapport aux autres interruptions, aux autres interruptions des périphériques ou aux autres interruptions matérielles.
Donc, ça, c'est les priorités. Donc, il faut garder en tête les priorités entre les composants. Alors, les interruptions imbriquées. Alors, l'interruption imbriquée, c'est quoi? C'est l'interruption d'une interruption. Et donc, j'avais dit tout à l'heure que l'interruption d'une interruption, elle ne peut avoir lieu que si l'interruption qu'on a reçue est plus prioritaire que l'interruption en cours d'exécution. Donc, une interruption, si elle est moins prioritaire qu'une interruption en cours, elle ne va pas l'arrêter. On va la retarder, on va la traiter par la suite. Donc, on ne va pas interrompre l'interruption en cours. Maintenant, si l'interruption qu'on a reçue ou le signal d'interruption qu'on a reçu est plus prioritaire que l'interruption qui est en cours, là, on est dans le schéma classique, on applique notre schéma. L'interruption d'une interruption, c'est l'interruption d'un programme. Et donc, commutation du contexte, exécution de la nouvelle routine. Quand la nouvelle routine, on fait la restauration du contexte pour revenir à l'interruption qui était en cours d'exécution. D'accord? C'est le schéma classique. Il faut juste s'assurer que le signal qu'on a reçu, le signal d'interruption qu'on a reçu, est plus prioritaire que l'interruption qui est en cours. C'est tout. Il y a juste cette condition. Sinon, pour le traitement, c'est le schéma classique. Donc, c'est l'arrêt des interruptions. Alors, un petit exemple d'interruption imbriquée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des priorités, donc des interruptions avec différentes priorités. C'est le programme utilisateur, de la priorité est 0, donc il est en exécution. D'accord? Ensuite, alors à un certain moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu une interruption de priorité 2. Alors, comme les interruptions sont toujours plus prioritaires que les programmes utilisateurs, donc il est clair donc, que le programme va être interrompu. Donc là, on va exécuter la routine d'interruption, c'est une routine d'interruption. On va exécuter la routine d'interruption de priorité 2. Pendant l'exécution de la routine d'interruption de priorité 2, on a reçu un signal d'interruption de priorité 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a arrêté la routine d'interruption de priorité 2 et on a lancé la routine d'interruption de priorité 3. Pendant l'exécution de la routine d'interruption de priorité 3, l'interruption de priorité 6, elle est plus prioritaire, on la lance. Donc, on a l'interruption de priorité 6. OK? Pendant l'exécution de l'interruption de priorité 6, la priorité 4. Là, c'est inférieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la retarder. On ne va pas la traiter. D'accord? Parce qu'elle est moins prioritaire que l'interruption de priorité 6. Donc, on va la retarder. On termine l'exécution de la routine de priorité 6 qui classe où il y en a 2, 3 et 4 qui n'a pas été exécuté. Donc, on va exécuter la routine 4. Pendant l'exécution de la routine 4, on a l'interruption de priorité 7. Donc, on exécute l'interruption de priorité 7. Quand on termine, qu'est-ce qu'on fait? On restaure le contexte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sauvegarde du contexte. Là, je suis en train de faire une restauration du contexte pour revenir à l'interruption de priorité 4 et reprendre son exécution à l'instruction où elle a été interrompue. Et je vais faire la même chose par la suite. Donc, l'interruption de priorité 4, je restaure le contexte de l'interruption de priorité 3. Priorité 3, je restaure priorité 2. Et quand je termine de priorité 2, je reviens vers le programme initial, le programme utilisateur. Donc, vous voyez qu'il y a toujours la phase de commutation. Donc, sauvegarde, commutation de contexte. Quand je mets le programme, quand je mets la routine, je restaure le contexte. C'est le schéma classique. Même dans le cas de l'interruption d'une interruption, on garde le schéma classique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bon, on continue. Alors maintenant, l'association cause d'interruption est table des vecteurs.
comment on fait l'association entre le vecteur d'interruption et la cause de l'interruption. On avait vu tout à l'heure, quand j'avais commencé la partie sur les interruptions, comme il y a la table des vecteurs d'interruption. Dans la table des vecteurs d'interruption, on doit récupérer le numéro de l'interruption pour récupérer l'adresse de la routine. Donc, le système, il doit faire cette correspondance entre numéro d'interruption et adresse de la routine. Alors, il y a plusieurs comportements, plusieurs cas en fonction de la cause de l'interruption. On a alors les deux cas du déroutement et du SVC. Généralement, ça ne pose pas de problème parce que c'est interne. Donc, c'est dû à l'instruction qui est en cours d'exécution. Donc, on peut facilement détecter la cause de la terminaison à cause de l'instruction en cours. Donc, c'est l'instruction en cours qui génère l'interruption. Ce qui pose généralement comme problème, c'est le cas des interruptions matérielles. C'est-à-dire quand on reçoit un signal d'interruption d'un composant externe. Là, il y a plusieurs approches. Donc, il y a plusieurs approches pour détecter la cause de l'interruption. Alors, le premier cas, c'est-à-dire les deux schémas ou les deux scénarios possibles pour la reconnaissance des interruptions matérielles. Bon, il faut savoir que ça aussi, je pense que vous l'avez vu en archi. Donc, le processeur, il dispose d'une entrée qui est appelée INTR, la ligne INTR, la ligne de requête d'interruption, interrupt request, qui est associée à un bit d'interruption. Donc, le processeur, quand il reçoit un signal d'interruption, il le reçoit sur cette ligne. D'accord? Et quand on reçoit, ou quand le processeur il reçoit un signal sur cette ligne, un bit qui sera mis à 1 pour dire voilà, il y a un signal d'interruption qui a été reçu. Donc, avant de passer à l'instruction suivante, parce que je connais les conditions, on a dit on doit être dans un point observable. Le point observable, entre une instruction et une autre. Je suis en train d'exécuter l'instruction X, l'instruction X, avant de passer à l'instruction X plus 1, j'ai le point observable. Donc, avec le point observable, je vérifie le bit d'interruption. Est-ce qu'il est un 1 ou un 0? S'il est un 1, ça veut dire qu'il y a un signal d'interruption, je dois le traiter. S'il est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de signal d'interruption. Et donc, je continue, là, je passe à l'instruction suivante, il y a X plus 1. OK? Donc, s'il est un 1, il y a l'arrivée d'une demande d'interruption, on doit la prendre en charge et on doit déterminer la cause de l'interruption. Parce que si on a une seule ligne d'interruption, ça veut dire que tous les composants, ils vont envoyer sur la même ligne. Donc, je ne peux pas savoir quelle est la source de l'interruption. Je sais que j'ai reçu une interruption parce que le bit d'interruption, il est mis à 1, mais je ne connais pas la source. Donc, je dois chercher la cause de l'interruption. Et donc là, on avait vu tout à l'heure, quand j'ai présenté le schéma détaillé des interruptions, le cas comme tout à l'heure, il y avait l'exécution d'une routine. Une routine qui permet de chercher la cause de l'interruption. Ça, c'est un des cas possibles. D'accord? Donc, on a deux méthodes pour identifier ou bien pour rechercher la cause de l'interruption ou bien la source de l'interruption. La première technique, c'est la technique de scrutation ou bien la technique du polling. Là, c'est le cas où on utilise un seul indicateur, donc un indicateur unique. C'est un peu le schéma que je viens d'expliquer. Le deuxième cas, c'est l'identification directe. Et dans l'identification directe, on a un indicateur distinct, c'est-à-dire que chaque composant, il a un indicateur qui permet de dire est-ce que le composant a envoyé une interruption ou non. Est-ce que le composant il a fait une demande d'interruption ou non. Donc voilà les deux cas qu'on peut avoir ou les deux schémas qu'on peut avoir. Un indicateur unique donc pour toutes les sources d'interruption, toutes les causes d'interruption, et un indicateur distinct. Donc, dans le cas de la scrutation, on a une seule routine qui est exécutée. D'accord? On est dans le cas où on a un indicateur, un seul indicateur. Et donc, qu'il a mis le signal d'interruption ou la demande d'interruption, le processeur, il ne connaît pas la source. Il sait qu'il a une demande d'interruption à traiter, mais il ne connaît pas la source de l'interruption. Est-ce que c'est l'imprimante? Est-ce que c'est le scanner? Est-ce que c'est le disque?
Est-ce que c'est le clavier? Est-ce que c'est l'écran? On ne sait pas, on ne connaît pas la source. Il sait que parmi tous ces composants, qu'il y a une wahid, il a demandé une interruption. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le processeur, quand il est dans un point observable, le point observable, il trouve que le bit d'interruption, il est à 1, il déclenche une routine. Il déclenche une routine. La routine, ce n'est pas la routine d'interruption. C'est la différence. C'est une routine qui va rechercher la cause de l'interruption. Je connais le composant qui la demande d'interruption. La routine, quand elle va trouver la cause de l'interruption, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va informer le processeur donc, du composant et déclencher sa routine d'interruption. Donc, il y a ce qu'on appelle des registres d'état. La routine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va scruter et elle va vérifier le contenu des registres d'état. Qui est un bit à 1, les registres d'état, ça veut dire qu'à quoi le composant il bat l'interruption. Et donc, elle va lancer la routine d'interruption du composant. Alors, l'avantage de cette approche, c'est qu'au niveau donc, du processeur, on a une seule ligne d'interruption. Donc, côté câblage, c'est pas très compliqué. Donc, une seule ligne, il y a un signal d'interruption, je lance le traitement de l'interruption. Mais l'inconvénient de cette approche, c'est-à-dire l'inconvénient aussi d'avoir une seule ligne d'interruption, le fait qu'on ne connaît pas la source de l'interruption, ça veut dire qu'on est obligé de la chercher. Si j'avais, par exemple, chaque composant, il a une ligne unique. Le composant C1 a la ligne TAO, le composant C2 a la ligne TAO, le composant C3 a la ligne TAO. Et chaque composant, quand il veut faire une interruption, il bat la ligne TAO. Donc pour le processeur, quand il reçoit un signal sur la ligne 2, il sait que c'est le composant 2. Sauf qu'on n'est pas dans ce cas. Là, on est dans le cas où il y a une seule ligne pour tout le monde. Donc il y a un signal d'interruption. Le processeur, mais la belouche, on est demandé à l'interruption. Donc, on est obligé de passer par la routine de scrutation, la routine qui va scruter les registres d'état pour voir le composant qui a demandé interruption. Et donc, cette phase de scrutation, c'est une phase qui va prendre du temps. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, c'est l'inconvénient de l'approche. La perte de temps. Donc, côté câblage, c'est pas compliqué, on a une seule ligne à les interruptions, mais on essaye de compenser avec le manque qu'on a au niveau du câblage par une routine de scrutation. Malheureusement, la routine de scrutation, elle a besoin d'un certain temps pour trouver la cause de l'interruption. Et donc, il y a une certaine perte de temps. D'accord? Autre chose, et ça c'est un autre problème qui peut se poser, c'est que le sens de scrutation de la routine, il définit une certaine priorité entre les composants. D'accord? Le sens de scrutation. Qu'est-ce que le sens de scrutation? C'est le sens de parcours. Maintenant, je trouve comme un ensemble de registres d'état. Ou la routine de scrutation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier les registres d'état des différents composants. Je trouve qu'on voit le composant qui a demandé une interruption. Le parcours ou la phase de scrutation, elle doit avoir un sens. Est-ce que l'ebda de gauche à droite, c'est-à-dire du composant qui se trouve sur ma gauche jusqu'au composant qui se trouve sur ma droite, ou bien est-ce que je commence de droite à gauche? Ça, c'est le sens de la scrutation. Le sens de scrutation, il définit une priorité. Si je commence de gauche à droite, ça veut dire que le composant qui est scruté en premier, celui qui se trouve à l'extrême gauche, il sera considéré comme le composant le plus prioritaire. Et celui qui se trouve à l'extrême droite, il sera considéré comme le composant le moins prioritaire. Si je change le sens de scrutation, à droite, je vais de droite à gauche. Et dans ce cas-là, la priorité, elle va changer. Celui qui se trouve à l'extrême droite, ça sera le composant le plus prioritaire. Et celui qui se trouve sur ma gauche, ça sera le composant le moins prioritaire. Donc, le sens de scrutation, il est important, mais pas le même. C'est-à-dire qu'on est de gauche à droite, là de droite à gauche, ça ne va pas donner la même chose. Donc, ça définit une priorité entre les composants. Alors, voilà ce qu'on a.
Ça, c'est les composants C1, C2 et C3. On a les registres d'état de chaque composant. Et le registre d'état, donc, il dispose d'un bit pour dire est-ce que le composant a demandé interruption ou non. Et les trois composants C1, C2, C3, ils sont reliés à la ligne et un TR. Donc, au niveau du processeur, quand un des composants il envoie une interruption, là, le bit il sera mis à 1. Donc, s'il est à 1, ça veut dire qu'on a reçu une interruption. Qu'est-ce qu'on fait? Le processeur, il lance la procédure de scrutation. Et donc, la procédure de scrutation, elle fait le parcours, soit de C1 jusqu'à C3, ou là de C3 jusqu'à C1. Si je prends de C1 jusqu'à C3, C1, il sera considéré comme le plus prioritaire. C3, le moins prioritaire. Si je prends de C3 jusqu'à C1, la priorité N1 va changer. C3, ça sera le moins prioritaire, ou C1, ça sera le moins, C3 le plus prioritaire, et C1, ça sera le moins prioritaire. D'accord? Donc ça, c'est l'identification par scrutation. Alors, l'identification directe, à chaque niveau d'interruption, est associée à une routine distincte. Donc, là, on n'a plus besoin de la routine de scrutation. On n'a plus besoin de la routine asadique qui permet de scruter ou de chercher les registres d'état des différents composants. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque composant, on peut l'identifier. D'accord? Donc, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter le bit d'interruption à chaque point observable, toujours à chaque point observable, pour vérifier l'existence d'une demande d'interruption. S'il trouve que le bit a 1, il déclenche le mécanisme d'interruption qui va permettre de déclencher ou bien qui va permettre de lancer l'exécution de la routine d'interruption. Et dans ce cas, on doit avoir un composant intermédiaire qui va permettre d'identifier clairement le composant qui a demandé l'interruption. Et ce composant intermédiaire, on l'appelle le contrôleur d'interruption programmable ou bien le PIC. Donc, le contrôleur d'interruption programmable ou le PIC, c'est le composant qui va permettre d'identifier le composant parce que les composants ils sont connectés directement, ils sont branchés directement vers le PIC. Et donc, chaque composant, il est relié à une branche du PIC. Le PIC, donc, il connaît à partir de quelle ligne il a reçu, ou sur quel câble il a reçu le signal d'interruption. Donc, il peut facilement identifier la source. Et là, le signal d'interruption sur la ligne 3, ça veut dire que c'est le troisième composant qui a demandé interruption. Et là, la ligne 6 ou la 7, ça veut dire que c'est le septième composant. Donc, il envoie l'identité du composant. Le processeur, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche l'exécution de la routine du composant en question, c'est-à-dire du composant qui a demandé l'interruption. Donc, le contrôleur d'interruption programmable, bon, ça, c'est une partie normalement donc c'est une partie architecture, hein, parce que le contrôleur ADA, c'est un composant, ça ne fait pas partie de la couche, je dirais, logicielle. D'accord? Moi, je vous donne juste un petit aperçu sur le rôle du PIC, le rôle du contrôleur d'interruption programmable. Donc, quand un périphérique il envoie une demande d'interruption ou un signal donc il envoie sur un signal sur un circuit spécialisé, le PIC il reçoit la demande sur une de ces lignes. Donc là, on a une identification des lignes. Donc, on connaît très bien chaque ligne, elle arrive, ou bien chaque composant il est connecté sur chaque ligne. Okay? Le PIC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si l'interruption n'est pas masquée. Donc, on vérifie les conditions des interruptions. Les 5 conditions, les 6 conditions que je vous ai données tout à l'heure, donc toutes ces conditions doivent être vérifiées. Donc, le PIC va vérifier si l'interruption n'est pas masquée et n'est pas en cours d'exécution. Si les deux conditions sont vérifiées, le PIC, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie un signal au processeur. Quand le CPU est dans un point observable, qu'il détecte la demande d'interruption, qu'est-ce qu'il fait? Il va interroger le PIC sur le composant demandeur. Donc, première étape, le PIC, il envoie le PIC, il envoie au processeur pour lui dire, voilà, il y a une demande d'interruption. Quand le processeur il est dans un point observable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter, ou là, il va informer le PIC, que voilà, l'identité de le composant. Je connais le composant qui a fait une demande d'interruption.
Donc, le PIC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer l'identité et l'adresse du vecteur d'interruption au processeur. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste juste à déclencher du moment que le processeur a l'adresse du vecteur d'interruption correspondant au composant qui a fait la demande, le processeur il va exécuter la routine d'interruption. Donc, on a ici l'identité du composant. On connaît l'identité du composant. Là, le PIC, il connaît l'identité du composant. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire une recherche. Tout à l'heure, comme on avait directement les composants qui étaient connectés à la ligne INTR, on recevait la demande d'interruption et le processeur, il ne connaissait pas l'identité. Je connais le composant, il bat l'interruption. Donc, il déclenchait la routine de scrutation. La routine de scrutation, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cherchait le composant qui avait son bit d'état 1. Quittera le composant, elle lance la routine. Ou la l'identité, le processeur, il lance la routine. Là, on a le PIC. Le PIC, d'ailleurs, son rôle, c'est quoi? C'est de gérer les interruptions. Il connaît donc le composant associé donc, à chaque niveau d'interruption. Qui va être le composant? Donc, le PIC, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet la demande d'interruption. Du coup, le processeur va être l'identité d'un composant. Le PIC, il va directement lui envoyer, à partir de l'identité du composant, il va être l'adresse de la routine. L'adresse de la routine, on va aller directement vers la mémoire centrale pour charger et exécuter la routine d'interruption du composant qui a fait la demande. Voilà, donc là vous avez un petit schéma qui explique donc, cette architecture. Donc vous avez ici le contrôleur d'interruption, d'accord? Et vous voyez ici que chaque périphérique, il est connecté sur une ligne du PIC, les différentes ERIC, donc ERIC 0 jusqu'à ERIC 7. Et donc, le fait de dire, donc on a le PIC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la demande d'interruption au processeur, donc on a un seul bit, d'accord? Si on reçoit le signal d'interruption et le bit il est mis à 1, le processeur qui confond un point observable, il trouve que le bit il est à 1, il bat le PIC pour lui dire voilà, battre le composant ou l'adresse de la routine. Le PIC, qu'est-ce qu'il fait? Donc le fait d'avoir, regardez, le fait d'avoir un branchement sur les différentes lignes du PIC, donc le fait d'avoir ce branchement, le PIC, il connaît exactement le composant qui a fait la demande d'interruption. Imaginez par exemple, je prends la ligne ERIC 1. La ligne ERIC 1, elle est connectée au clavier. D'accord? Donc, quand j'appuie sur une touche du clavier, qu'est-ce qui va se passer? Le clavier va envoyer une demande d'interruption. Là, vers le PIC, il envoie la demande sur la ligne INTR. Mais le PIC, il a sauvegardé que le signal d'interruption, la demande d'interruption, elle a été reçue sur la ligne 1. Donc, il sait que la ligne 1, elle est associée au clavier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le processeur lui demande d'envoyer la routine, l'adresse de la routine, et roule le PIC vers le vecteur d'interruption, il sait que la ligne 1 elle correspond au clavier, et là, il va ramener directement la routine d'interruption du clavier. Il bat l'adresse du processeur, le processeur, il va récupérer, là, il va charger l'adresse de la routine. Voilà comment fonctionne le rôle, si vous voulez, du contrôleur d'interruption. D'accord? Bon, il faut savoir que le nombre, je ne sais pas si vous avez fait la partie PIC en archi. Est-ce que vous avez fait le contrôleur d'interruption? D'accord. Bon, il faut savoir que le nombre de lignes, tu as le contrôleur d'interruption, donc le nombre de lignes est limité. Donc on ne peut pas brancher ou connecter donc, un très grand nombre de périphériques sur le PIC. Alors, la solution, c'est quoi? Ou l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir deux contrôleurs d'interruption. Un qui va être considéré comme un contrôleur maître et le deuxième qui va être considéré comme un contrôleur esclave. D'accord? Et donc, on va prendre une des lignes du PIC principal. La ligne HADIC, on va la connecter avec un deuxième PIC. Et donc, on va augmenter le nombre de composants, si vous voulez, à connecter sur le contrôleur d'interruption. Alors, vous avez ici un exemple, donc, enfin, pas un exemple, mais le rôle de chaque ligne, parce que ça, c'est quelque chose de fixe, hein, quelque chose de figé.
Donc, par exemple, vous avez sur la première ligne, c'est les lignes de interrupt to request. Donc, c'est la ligne de requête d'interruption. Sur la première branche du PIC, vous avez l'horloge. Sur la ligne 1, vous avez par exemple le clavier. D'accord? Et vous avez ici la ligne 5. D'accord? Attendez, pardon, pas la ligne 5, la ligne 2. D'accord? La ligne 2, c'est une ligne qui est laissée pour connecter un PIC esclave. Et donc, au lieu de dire que nous avons 16 composants, les 16 lignes, okay, qu'est-ce qu'on va faire? On va réserver la ligne 2, et la ligne 2, on va la connecter, mais on va la brancher avec un deuxième PIC esclave. Et donc, ça va nous permettre d'étendre le nombre de requêtes, le nombre de lignes utilisées pour les interruptions de 16, on va les prendre jusqu'à 32. D'accord? Mais le deuxième pic, c'est-à-dire il y aura un travail bien sûr qui doit être fait entre le pic maître et le pic esclave. C'est-à-dire quand on reçoit par exemple un signal d'interruption du pic esclave, le pic esclave, il n'interagit pas avec le processeur. Le pic esclave, il interagit avec le pic principal, le pic maître. Et le pic maître, c'est lui qui va envoyer un signal d'interruption. Quand on trouve que, par exemple, le processeur, je connais le composant, il va être l'interruption. Le pic maître, il va trouver que l'interruption elle a été reçue sur la ligne 2. La ligne 2, ça veut dire que ce n'est pas un composant, c'est le pic esclave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au pic esclave de lui envoyer, de l'informer de l'identité du composant. Et là, c'est le pic esclave qui va communiquer avec le pic maître pour lui dire quel est le composant connecté à lui et qui a fait la demande d'interruption. Voilà, donc bon, ça c'est plus de l'architecture, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu sur la gestion des interruptions quand on a un gestionnaire d'interruption, ou bien quand on a un pic qui est utilisé pour la détection des différentes causes d'interruption. Voilà donc pour ce chapitre. Bon, j'ai essayé de le résumer pour donner, je dirais, l'essentiel du chapitre. Bon, ensuite, pour les séances qui restent, on essaiera donc de voir avec plus de détails donc c'est-à-dire le type d'exercice que vous pouvez avoir, par exemple, à l'examen concernant les interruptions. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui? Donc, il nous reste, d'après mes calculs, donc il nous reste deux semaines d'enseignement, c'est ça? Très bien. Donc, pour ce qui reste, on essaiera donc de faire la série TD sur les systèmes d'interruption. Bon, c'est une série qui est un peu compliquée, hein, donc c'est bon, compliqué, c'est-à-dire pour comprendre un petit peu le concept, hein, c'est-à-dire comment traiter les exercices donc sur les interruptions, mais bon, dès que vous comprenez donc le principe, va être là, ça, donc c'est juste, il faut juste s'adapter au contexte de chaque exercice. C'est tout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer ces séances? C'est bon? Très bien. Donc, on va s'arrêter là donc, pour aujourd'hui. Moi, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine, jeudi prochain. Si, au revoir.